Vous avez remarqué, certains mots contiennent un message implicite. Si je m'intéresse à la politique russe, je tomberai assez rapidement sur l'expression « régime de Poutine ». En revanche, on parle plutôt de gouvernement Macron, de gouvernement Hollande, que de régime Hollande. Et encore, dans la plupart des cas, ce sera pour parler d'un régime minceur. Quelle importance, me direz-vous? Eh bien, le choix des mots oriente notre perception de la réalité. Gouvernement est un terme plutôt neutre, alors que régime a des connotations dictatoriales, voire fascistes. Régime de Pol Pot, de Hitler, de Staline. Par ce mot, donc, Poutine est implicitement rapproché des pires dictateurs de l'histoire. Parfois, la terminologie évolue rapidement. En une semaine, dans les médias, le gouvernement du président ukrainien Yanukovych, pourtant démocratiquement élu, s'est transformé en régime, une fois qu'il fut devenu clair pour les dirigeants européens que c'était le moment de le renverser. Sur cette affaire et bien d'autres, je vous renvoie au très bel ouvrage d'Ingrid Rieucreux, qui est vraiment ma référence préférée sur le langage médiatique aujourd'hui. Mais revenons à Socrate. Socrate était conscient, avant tous les autres, que les mots étaient un enjeu fondamental de la pensée. Et dans cet épisode, je vous donne 16 armes pour que vous sortiez vainqueur de la guerre des mots. D'abord, il faut nous attaquer à l'idée reçue, qu'on trouve dans n'importe quel dictionnaire, que le mot est un simple moyen de communiquer, d'exprimer la pensée. En fait, comme le dit Émile Durkheim, le langage n'est pas seulement le revêtement extérieur de la pensée, c'en est l'armature interne. Il ne se borne pas à la traduire au dehors une fois qu'elle est formée, il sert à la faire. Je voudrais que vous soyez convaincus de ça avant de continuer, et pour ça, on fait un petit détour à un degré ultra élémentaire de la vie mentale, la perception des couleurs. Dans un documentaire de la BBC, on présente les Himba, un peuple de la Namibie, avec un système de couleurs complètement différent du nôtre. Par exemple, leur adjectif « zouzou » signifie le rouge foncé, le bleu foncé, le vert foncé ou le violet. C'est pas pratique, vous me direz. Oui, mais pour eux, c'est totalement naturel, et au contraire, c'est notre découpage des couleurs qui leur paraît complètement folklorique. Quoi, vous avez un seul mot pour désigner ça, ça et ça? Des chercheurs présentent au Wimba cette palette de couleurs. Je ne sais pas combien de temps il vous faut pour trouver le vert qui est différent des autres, ou même si vous arrivez à le trouver, les Himba, eux, le repèrent immédiatement. Dans leur vocabulaire, 3 mots sont affectés au vert, et donc ils sont beaucoup plus attentifs à toutes ces petites nuances que nous ne voyons pas. Revanche des Occidentaux, deuxième partie de l'expérience, cette fois-ci on leur présente cette palette de couleurs, et là, aussi incroyable que ça puisse nous paraître, les Himba sont incapables de distinguer le carré bleu du carré vert. Vous l'avez deviné, dans leur vocabulaire, ces couleurs, ces teintes de bleu et de vert sont désignées par le même mot. Et vous commencez à comprendre que les langues ne sont pas interchangeables. Elles déterminent notre perception de la réalité, elles déterminent notre pensée. Elles sont un rapport spécifique à la réalité, elles sont, comme dirait Heidegger, des maisons de l'être. Pour les couleurs, c'est un peu anecdotique, mais ça l'est moins pour des concepts qui font battre notre cœur. Si nous avions un découpage différent du concept d'amour, est-ce que nous aimerions différemment ? Les Grecs possèdent 3 mots pour exprimer l'amour, philia, agapé, eros. Est-ce à dire qu'ils ont une expérience peut-être un peu moins polyphonique, mais plus claire de l'amour? Parfois, les francophones sont un peu embarrassés par le poids de ce mot, et ils auraient envie de répondre comme Meursault à Marie dans L'étranger de Camus, « Est-ce que je t'aime ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire. Même au niveau individuel, à l'intérieur d'une même langue, l'individu qui a 30 concepts pour exprimer une réalité a une expérience sans doute beaucoup plus précise et beaucoup plus différenciée que celui qui n'en possède qu'un seul. Bref, le langage est notre maison, avec beaucoup de pièces ou pas du tout, bien éclairée ou sombre, une vaste villa ou une chambre de bonne étriquée. Mais sommes-nous bien sûrs que c'est notre maison? Après tout, nous recevons notre langage de nos parents, de nos professeurs, des médias, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. Et s'il était dans l'intérêt de nos maîtres de nous inculquer certains mots afin que nous percevions la réalité dans le sens qui les arrange? Admettons que je veuille vendre des caméras de vidéosurveillance. Je me heurte à une certaine résistance de la part de la population. Vidéosurveillance a des accents assez désagréables, un peu orwelliens. Pas de problème, je transforme ça en vidéoprotection et le tour est joué. Pourtant, c'est la même réalité. Voici un exemple de la vaste catégorie des euphémismes, qui adoucissent la réalité. Bébé de la seconde chance au lieu de bébé médicament, frappe chirurgicale au lieu de bombardement, dommages collatéraux au lieu de mort de civils. On aime bien les euphémismes en entreprise. Ça sert un peu à masquer les rapports d'autorité et de hiérarchie. On parle de partenaires ou de collaborateurs pour ne pas parler d'employés. On parle de flexibilité ou de savoir-être pour ne pas parler de soumission. Et d'une manière générale, on utilise volontiers des sigles qui servent à rendre une réalité moins crue et plus technique. SDF, DS au lieu de tentative de suicide, IVG au lieu d'avortement,
Sur le thème des euphémismes, je laisse le dernier mot à Franck Lepage, qui note qu'il n'y a pas si longtemps, pour parler des pauvres, on utilisait le terme « exploiter ». Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien, désormais, d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon. Alors, regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, hein. Mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Si les pauvres sont des exploités, alors la redistribution des richesses est une mesure de justice. Si les pauvres sont des défavorisés, la redistribution des richesses est de la charité. Et la charité, contrairement à la justice, c'est pas obligatoire, c'est pas automatique. À l'inverse des euphémismes, les mots peuvent parfois aggraver la réalité. On appelle ça parfois des dysphémismes. On va parler de prise d'otage au lieu d'une grève. On va demander aux journalistes, comme l'a fait le Guardian dans un email qui a fuité sur Internet, de parler de climato-négationniste plutôt que de parler de climato-sceptique. Et c'est beaucoup plus grave d'être climato-négationniste. Climato-sceptique renvoie à une grande tradition philosophique, le scepticisme, alors que le négationnisme, je le rappelle, c'est un crime, c'est illégal, c'est le fait de nier l'existence des chambres à gaz de la Shoah. Plus subtilement, les journalistes peuvent aussi jouer avec quelques expressions devenues connotées. Remarquez l'emploi devenu fréquent de l'expression « s'en prendre à ». Lorsqu'on dit que Trump s'en prend à l'Allemagne au sommet de l'OTAN, on sous-entend que c'est une attitude irréfléchie, irrationnelle et impulsive. C'est peut-être le cas d'ailleurs, mais beaucoup plus neutre aurait été le terme « critiquer ». Trump critique l'Allemagne au sommet de l'OTAN. On peut même complètement renverser la tonalité. Trump résiste à l'Allemagne au sommet de l'OTAN. Même information, autre message. Les mots peuvent aussi fusionner plusieurs réalités en une seule, comme on l'a vu dans le concept d'amour. Mais ils peuvent aussi diviser la réalité. Au bout de 2 mois, un embryon devient un fœtus. Les biologistes qui, par hypothèse, regarderaient cette chaîne me diront que c'est une distinction bien réelle, bien justifiée, fondée sur des caractères physiques. Ce à quoi je répondrai qu'un embryon, c'est pas un Pokémon. Il n'évolue pas de manière instantanée à un temps T, son évolution est graduelle, de sorte qu'on pourrait choisir de placer la frontière à un autre moment, sur la base d'autres critères physiques, ou alors multiplier les frontières, avoir 5 mots pour décrire cette évolution-là, ou qu'un seul. Quel impact sur la pensée ? Eh bien, grossièrement parlant, à quelques semaines près, l'embryon, dans notre société, c'est ce dont on a le droit d'avorter. Imaginons que nous n'ayons qu'un seul mot. Il serait à ce moment-là beaucoup plus difficile de justifier cette politique, qui paraîtrait encore plus arbitraire. La distinction, purement verbale en fait, entre embryon et fœtus, porte donc en elle déjà les germes d'une vision du monde. Elle prépare le terrain à une lourde décision morale. Et le dire, ce n'est pas militer contre l'avortement. Hein. Le mot donc adoucit la réalité, l'aggrave, la fusionne, la divise, mais tout ça, ce ne sont que des effets de niveau basique, level 1. Il y a des niveaux beaucoup plus fins que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Ce thème est infini, et je suis très friand d'exemples. Si vous pouvez me mettre en commentaire certains mots ou certaines tournures qui vous ont marqué, je vous serai très reconnaissant, et peut-être que je consacrerai encore une autre vidéo sur ce sujet. Mais pour le moment, il faut que je revienne à Socrate, qui est l'objet de mon cours, et ça se passe dans la 3e partie. La scène se passe en prison. Socrate a été condamné à mort, et il est entouré pour ces derniers instants de ses disciples éplorés. L'un d'eux, Criton, lui demande « Comment devons-nous t'enterrer ?» Réponse de Socrate « Comme vous voudrez, si toutefois vous pouvez me saisir, et que je ne vous échappe pas. Bref, arrête-moi si tu peux. » Ici, Socrate fait une sorte de blague, parce qu'il a passé des heures à convaincre ses disciples que l'âme est différente du corps, et que par conséquent, lui, Socrate, dans quelques minutes, ne va pas mourir, mais que son âme va survivre. Mais Criton n'a rien retenu du dialogue, parce qu'il pense qu'en enterrant le corps de Socrate, il enterre aussi Socrate. Et ici vient le moment intéressant. Socrate ajoute « Sache bien en effet, excellent Criton, qu'un langage impropre n'est pas seulement défectueux en soi, mais qu'il fait encore du mal aux âmes. Aie donc confiance et dis que c'est mon corps que tu ensevelis, et ensevelis-le comme il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme à l'usage. » La détresse de Criton, qui est en larmes, vient donc d'une erreur dans le choix des mots. S'il avait parlé correctement, s'il avait dit qu'il enterrait le corps de Socrate et non pas Socrate, il ne serait pas affligé. C'est pour ça, dit Socrate, qu'un langage impropre, un mauvais choix des mots, n'est pas seulement défectueux en soi, mais qu'il fait du mal aux âmes. Voilà donc le constat. Premièrement, les mots ne sont pas un simple moyen d'expression d'une pensée déjà formée, nous pensons par et dans les mots. Deuxièmement, des mots mal choisis empoisonnent notre pensée. La solution socratique est donc toute trouvée, il faut que nous nous réapproprions les mots. Devenir philosophe, c'est apprendre à définir ces mots. Et c'est pour ça que tout l'enseignement socratique tourne autour de ça.
Dans le cursus 1, je vous avais dit que Socrate était une sage-femme qui faisait accoucher de certaines vérités, sans vous dire de quelle vérité il s'agissait. En réalité, ce que fait Socrate, c'est faire définir des mots à ses élèves. Dans le lysis l'amitié, dans le ménon la vertu, dans le philèbe le plaisir, dans le théétète la connaissance, dans le banquet l'amour, dans le phèdre la beauté, dans le laquès le courage et dans le typhon la piété. Tous ces dialogues étant bien sûr rapportés par Platon, car Socrate, fidèle à sa posture de sage-femme stérile et de rétorpie, n'a jamais rien écrit. Nous n'allons pas étudier tous ces dialogues, nous allons en prendre seulement un, et regarder Socrate dans ses œuvres. Socrate aborde le général athénien Laquès dans le dialogue du même nom, et lui demande « Tu as l'expérience de la guerre, tu es un grand général. Tu en sais sûrement un rayon sur le courage. Peux-tu me dire ce qu'est le courage ?» Ça me rappelle cette légende où un élève aurait rendu une copie blanche dans sa dissertation en disant à son professeur « Le courage, c'est ça, ne faites jamais ça. » De manière assez attendue et bourrine, Laquès répond « En vérité, Socrate, ce n'est pas bien difficile à dire. Le courage, c'est qu'un homme garde son rang dans une bataille, qu'il ne prenne jamais la fuite et fasse tête à l'ennemi. » Socrate immédiatement lui dit « Mais ta définition est trop étroite. Tu n'as défini que la vaillance du guerrier, or il y a plein d'autres exemples du courage. Le courage de la veuve qui survit à son chagrin, le courage d'avouer ses sentiments, le courage de faire face au regard d'autrui. » Et de fil en aiguille, Laquès arrive à une meilleure définition du courage, qu'il appelle une fermeté d'âme. En termes plus modernes, une capacité à résister aux émotions négatives. À la peur pour le guerrier courageux, à la crainte du rejet pour l'amoureux, à la tristesse pour la veuve. C'est bon, on a trouvé la définition du courage. Non, parce que cette fois Socrate dit « ta définition est trop large ». Parce que si le courage est simplement une fermeté d'âme, une capacité à résister à la peur, à la tristesse, à la honte, etc., cet homme-là est courageux. Mais c'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Il faut donc restreindre la définition, et la conclusion du Laquès, c'est que le courage, c'est une fermeté d'âme fondée sur la raison. Voilà le projet socratique. Si nous faisons la même chose que pour le courage, pour d'autres mots qui nous déterminent, nous deviendrons petit à petit maîtres de notre propre maison. Nous ne serons plus de simples locataires, manipulés par leurs propriétaires. Définissons les mots plutôt que de nous laisser définir par eux, car si un langage impropre fait du mal aux âmes, un langage précis et conscient est libérateur. Prenez soin de vous.